Bienvenue à vous sur Africa 24. L'interview reçoit Monsieur Madani Amadou Tall, président du parti Avenir et Développement du Mali, conseiller économique de l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré. Monsieur Tall, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors vous avez devant vous une série de questions. Première question, s'il vous plaît. Êtes-vous favorable à la saisine du Conseil de sécurité par l'Union africaine et de la CEDEAO pour permettre l'intervention de la communauté internationale? Oui. Je vais m'expliquer. Nous avons une coalition qui est l'OTAN, qui a été constituée par la France, l'Allemagne, les États-Unis et d'autres grandes puissances pour pouvoir déloger Muammar Kadhafi du pouvoir en Libye. Il a fallu l'intervention et l'interaction de toutes ces grandes puissances pour pouvoir combattre les soldats libyens. Ces mêmes soldats libyens, la garde de Kadhafi, qui était principalement composée de Touaregs, se retrouve aujourd'hui au Mali. Alors, là où il a fallu une coalition des premières puissances mondiales, comment voudrions-nous que le Mali seul ait à faire face à ce manque de prévision de la part de ceux qui ont concocté cette opération? Il est nécessaire aujourd'hui que la communauté internationale se rende compte que cette crise va diffuser dans la zone sahélienne une zone d'insécurité, de chaos, que le fanatisme d'AQMI, d'Ansardine et du MNLA, qui sont en fait des facettes d'une même pièce, risque de déstabiliser toute la zone et toute la bande sahélienne. Alors pourquoi, à votre avis, la CEDEAO tarde à envoyer ses troupes militaires au Mali? Je pense qu'il y a à la fois le souci d'avoir une adhésion de la population malienne, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur précis au Mali. Il faut savoir que le retour à l'ordre constitutionnel n'a pas atteint tous ses objectifs. Aujourd'hui, nous avons un président qui est agressé et qui est hospitalisé de manière intermittente. Nous avons un Premier ministre de plein pouvoir, dit-on, qui ne rend pas compte à l'Assemblée nationale. Nous avons une junte qui est tapie derrière et qui continue des arrestations de temps à autre. Je pense qu'arrivé à un moment, il faut soit que la population malienne se rende compte que notre pays ne peut pas rester divisé et qu'elle fasse appel à la force d'attente de la CEDEAO, soit que la CEDEAO prenne ses responsabilités comme ces textes l'indiquent. Alors, si tel n'était pas le cas, n'étant pas dans les secrets des dieux, en tant que citoyen, je ne pourrais que noter quelques faiblesses dans la mise en place de ce dispositif. Qui doit décider l'envoi des troupes de la CEDEAO? Est-ce que c'est les pays de la CEDEAO, vous dites la population malienne, ou le gouvernement malien qui doit Normalement, c'est à la CEDEAO de prendre ses responsabilités. Il n'est pas du rôle d'une nation qui... On ne peut pas être à la fois juge et partie. Lorsque je suis en contentieux avec vous, nous allons à la justice et ce sont d'autres parties qui délibèrent du bien fondé de nos accusations respectives. Aujourd'hui, c'est à la CEDEAO de délibérer en son sein et d'estimer la nécessité d'envoyer sa force en attente ou pas. Donc vous pensez que la CEDEAO attend justement l'intervention de la communauté internationale sous couvert des Nations Unies? Disons que cela pourrait légitimer encore plus l'action de la CEDEAO que d'avoir l'Union africaine qui mette une position favorable à cette intervention de la CEDEAO, que l'ONU décide que cela est positif et va dans le sens de la résolution de la crise au Mali. C'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, il faut que les Africains commencent à s'assumer également. Question suivante. Est-ce que la présence du président de la transition, Dionkouda Traoré, à Paris, et surtout son silence, sont de nature à relancer et consolider le processus de transition? Nous avons un vieil homme de 70 ans qui a été blessé dans sa chair. Il se soigne. Son silence peut s'expliquer par cela. Mais j'estime que dès que la situation le lui permettra, il est de son devoir d'assumer maintenant le sacerdoce qui est le sien. Mais est-ce que M. Dionkouda Traoré reste l'homme de la situation aujourd'hui? C'est à lui de le démontrer. C'est à lui de le démontrer. Je pense que les forces républicaines et démocrates sont à son service et que les Maliens sont prêts à le suivre dans cette démarche. Mais il faut que lui assume ses responsabilités. Une fois qu'il aura assumé ses responsabilités, le peuple malien sera comme un seul homme uni derrière lui. Question suivante. En l'absence du président intérimaire, qui détient le pouvoir à Bamako? Le gouvernement ou l'armée? Alors, nous avions dit un peu plus tôt que nous étions dans un retour à l'ordre constitutionnel de façade.
Pour moi, à ce jour, les vrais détenteurs du pouvoir sont les membres de la junte. Il faut que cette junte soit officiellement dissoute. Alors vous dites que c'est l'armée qui détient le pouvoir. Je le pense. Qui contrôle cette armée? Est-ce que c'est le capitaine Sanogo qui contrôle l'armée? Écoutez, je le pense. Je ne suis pas dans le secret des dieux une fois encore, mais je suppose que si un militaire n'était pas d'accord avec Sanogo aujourd'hui, il ne ferait pas long feu à Bamako. Non, mais parce qu'on a assisté à des affrontements entre les bérets verts du Conseil national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, donc la junte, et les bérets rouges. Je pense que c'est un épisode regrettable parce que cela a contribué à semer de la confusion. C'était déplorable que de voir des soldats maliens s'entretuer, des frères d'armes, des gens qui ont souvent fait la formation ensemble, qui ont vécu ensemble, qui se connaissent. Et cela a retardé le dénouement de la crise qui, elle, se trouve au nord. Et quel bilan faites-vous de l'action de l'actuel Premier ministre de la transition, cher Modibo Diarra? Parce que vous dites que c'est la junte qui détient le pouvoir à Bamako. Mais pour l'instant, j'ai une position très mitigée sur l'action du Premier ministre. C'est-à-dire? Le Premier ministre doit savoir unir. Il doit pouvoir présenter devant l'Assemblée nationale, parce que si nous sommes en République, le pouvoir législatif a encore toute sa valeur, un programme de travail gouvernemental qui lui permettrait, c'est-à-dire de réunir de la bonne volonté autour de son action. Mais s'il persiste à penser que les pleins pouvoirs lui donnent une carte blanche pour faire les choses à son gré, mais il n'aura pas l'adhésion de cette classe qui a besoin d'être unie autour de lui. Maintenant, il va de soi, que ce soit de la classe politique, de la société civile ou même de la population. Nous ne voulons pas avoir l'impression d'avoir quitté un sectarisme pour un sectarisme plus grand encore. Donc c'est à lui encore de se grandir. Question suivante. Des soupçons de fraude pour favoriser la victoire du candidat Modibo Sidibé sont-ils à l'origine du coup d'État contre Amadou Touré? Bon, moi je pense que ce sont des fables. Modibo Sidibé et ATT étaient devenus étrangers depuis au moins 6 mois. Donc c'est un faux procès que l'on fait tant à Modibo Sidibé qu'au président de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, il se battait de son côté comme tout autre candidat. Et comme tout autre candidat, que ce soit Ibeka, que ce soit Diankouda Traoré, que ce soit Soumaïla Cissé, que ce soit même ceux ou moi-même, mais qui n'aurait pas voulu avoir le soutien d'ATT, mais ATT lui-même avait fait savoir qu'il ne soutiendrait personne. Et à l'époque, j'avais dit, bon, au moins on va chercher sa voix de citoyen. Maintenant, vous savez, il y a toujours des procès en sorcellerie qui sont faits à l'égard des uns et des autres. Et l'imaginaire populaire... Donc vous refutez les soupçons de fraude pour favoriser une éventuelle victoire de Modibo Sidibé? Je ne refute pas les soupçons de fraude parce que dans nos élections, il y a des fraudes. Et c'est pour cela qu'à l'époque, lorsqu'il avait été question de mettre en place un système biométrique qui s'appelle le RAVEC, notre parti avait été en faveur du RAVEC. Parce que les élections au cours des 20 dernières années se sont caractérisées par des fraudes et des usurpations d'identité de la part de beaucoup. Mais pour le cas de Modibo, permettez-moi de dire que je n'y crois pas. Question suivante. Craignez-vous l'instauration d'un État islamique dans le nord du Mali qui abrite la rébellion Touareg en Sardine et Acmi? Si rien n'est fait au cours des prochaines semaines, nous allons avoir un foyer de fanatisme qui ne laissera personne en paix. Et qui peut se propager dans le sud du pays? Non pas qui peut se propager dans le sud du pays, qui va se propager sur toute la bande sahélienne. Et à ce moment-là, ceux qui hésitent à une intervention militaire sous prétexte qu'il y aurait des otages, 9 otages, mais ils auront des otages tous les jours. Et non seulement ils auront des otages tous les jours dans le Sahara, non seulement ils auront des otages tous les jours au Mali, mais ils auront des otages tous les jours, même chez eux. Une fois que ces gens-là vont se renforcer au Mali, ils ne vont pas se contenter du Mali. Et il y aura toujours... Donc la réponse à la situation instable qui sévit au nord, c'est l'intervention militaire, l'usage de la force. Disons qu'il n'y a pas de réponse douce pour le fanatisme. La voie du dialogue est exclue, selon vous? Je pense que l'on peut discuter avec les personnes qui ont pour vocation d'être mieux compris par le reste de la population, qui estiment que, bon, ils peuvent être défavorisés en tant qu'enfants de la République. Mais
La loi fondamentale de notre pays est laïque. Alors, Monsieur Tall, vous avez prononcé un mot qui me permet de faire la transition pour annoncer ma question de joker, le mot laïque, précisément. Votre investiture comme candidat à la présidentielle s'est déroulée à la Grande Mosquée de Bamako, alors que le Mali est un pays laïque. Pourquoi ce choix, alors que le principe de laïcité repose sur la séparation du pouvoir politique de la sphère religieuse? Pourquoi ce choix? Dans les actes de la vie d'un homme, il y a des actes solennels. Lorsque l'on naît, chez nous, le baptême est fait à la mosquée. On se marie toujours à la mosquée. Et on meurt en priant sur nous à la mosquée. Et vous admettez quand même que ce n'est pas une aventure de tous les jours que d'aller briguer la magistrature suprême de son pays. Et en cela, nous avons préféré non pas aller faire une investiture à la mosquée, mais aller nous recueillir plutôt qu'à un moment où le pays est en guerre, divisé, où il y a des soldats qui meurent au front, aller remplir un stade d'un grand meeting ou un grand show. Nous avons estimé que ce n'était pas le lieu de se faire. Sans froisser vos compatriotes chrétiens, protestants ou autres? Puisqu'auparavant, à un moment, il faut s'assumer. J'ai envoyé une lettre à l'archevêque de Bamako. J'ai pris contact avec des pasteurs protestants, qu'ils soient baptistes ou évangélistes. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas non plus simplement par apparat faire semblant. Moi je suis musulman, je viens d'une lignée maraboutique, je l'assume pleinement. Cela n'empêche pas que je sois un leader politique laïque et qui croit en la laïcité et qui ne croit pas en ce qu'en Sardine veut imposer à notre pays. Merci Monsieur Madani Amadou Tall. Vous êtes donc président du Parti Avenir et Développement du Mali. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et restez fidèles à l'interview sur Africa 24.